Règle 1. Mise à jour de sécurité à vie. Être un ancien président n'est pas si mal. Vous êtes invité à des dîners chics, vous avez votre photo dans les livres d'histoire, et vous avez un approvisionnement sans fin de secrets d'État. Je vois comment vous pourriez considérer le dernier un peu intimidant, mais au moins vous saurez ce qui se passe avec tous les extraterrestres dans la zone 51. C'est un peu comme regarder de Bachelorette, mais avec beaucoup moins de violence et de coups bas. Vous vous demandez peut-être pourquoi CS anciens dirigeants doivent maintenir leurs mesures de sécurité et pourquoi diable cette règle a été imposée en premier lieu. Eh bien, ce n'est pas parce que le secret service veut juste une excuse pour traîner avec les ex-présidents. C'est vraiment une courtoisie envers l'ancien commandant en chef. Ils ont l'autorisation et ils savent ce qui se passe. De plus, ils peuvent souvent avoir des conseils, surtout dans les premiers jours du mandat du nouveau président. Merci de votre attention. Néanmoins, que l'ancien président reçoive des mises à jour dépend entièrement du président en exercice. Par exemple, en 2018, Donald Trump a menacé de révoquer l'accès aux informations de sécurité d'Obama. Biden a poussé le bouchon un peu plus loin et a complètement interdit à Trump de recevoir le rapport après l'incursion du 6 janvier. En fait, cela pourrait être comparable à de Bachelorette. Quelle intrigue, quel drame. Passons à autre chose. Règle 2. Interdiction de critiquer les autres présidents. Une autre règle stricte que tout le monde ignore interdit aux anciens présidents de critiquer leurs collègues. Oui, cela n'arrive sûrement jamais. Eh bien, au moins cette règle les pousse à résoudre leurs querelles avec un peu plus de classe. L'idée derrière cette règle est aussi vieille que la Maison-Blanche elle-même, et il s'agit de maintenir une façade d'unité et de stature d'homme d'État. Vous voyez, quand vous êtes le grand chef et la capitale nationale, on s'attend à ce que vous soyez l'incarnation de la dignité et du décorum. Vous ne pouvez pas juste vous lâcher et torréfier vos collègues commandants en chef comme s'ils étaient vos punching balls favoris de fin de soirée. Non, vous devez maintenir les apparences. Dans le passé, les anciens présidents suivaient cette règle religieusement. Ils fermaient leur bouche, mettaient leur meilleur visage de poker et prétendaient qu'ils n'avaient aucune opinion sur les gens qui les avaient précédés, avant ou après eux. Il s'agissait de projeter une image d'harmonie et de travail d'équipe pour le peuple américain. Même si, derrière des portes closes, ils roulaient des yeux comme des adolescents à une réunion de famille. Comme pour tout le reste, le 21e siècle a également changé la scène politique. Il semble que les gants soient retirés et les anciens présidents se livrent à des attaques politiques qui rendent les matchs de la WWE moins violents. La tradition de ne pas se critiquer mutuellement s'effrite lentement à l'ère des médias sociaux et de la polarisation politique. Alors, pourquoi cette règle a-t-elle été imposée en premier lieu? Pour maintenir la paix et pour éviter des démonstrations horribles de trahison, comme l'insurrection du 6 janvier. Alors, que doit faire un ancien président lorsqu'il est mécontent de son successeur? Aller sur Twitter, appeler les médias, se présenter comme vice-président. Eh bien, rien de tout cela. Règle 3. Interdiction de devenir vice-président. Nous savons tous qu'un président ayant exercé 2 mandats ne peut pas se présenter pour un 3e mandat, qu'il soit consécutif ou non. Ce que beaucoup semblent oublier, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus se présenter comme vice-président. En 2020, lorsque Joe Biden a été nominé pour la candidature du Parti démocrate aux élections présidentielles, beaucoup s'attendaient à ce qu'il choisisse Barack Obama comme colistier. En fait, lorsque Obama n'a pas été présenté comme candidat à la vice-présidence, il y a eu un léger tumulte dans la société démocrate. Eh bien, le 12e amendement dit clairement « Retenez vos chevaux, les gars », ou quelque chose comme ça. En bref, aucune personne inéligible pour le poste de président ne peut se présenter comme vice-président. La raison en est que si quelque chose arrive au président, ceux qui, soyons honnêtes, n'étaient pas si rares jusqu'à ce que le service secret, améliore leur jeu au cours des 50 dernières années, le vice-président est le suivant dans l'ordre pour diriger notre nation. Ainsi, laisser un président ayant exercé 2 mandats glisser dans le poste de vice-président ne permettrait peut-être que d'inciter le président élu à démissionner peu de temps après l'inauguration, ce qui semble être un excellent moyen de cultiver un leader autocratique obsédé par le pouvoir,
Comme en Russie où Vladimir Poutine a exercé ses 2 mandats consécutifs, a démissionné pour permettre à son bras droit Medvedev de prendre le poste présidentiel pour un mandat, puis est revenu sur un cheval blanc, littéralement. Ainsi, pour éloigner les populistes assoiffés de pouvoir du pouvoir éternel, la Constitution a pris les mesures nécessaires. Mais que dire des phénomènes d'un mandat comme Jimmy Carter et Donald Trump? Eh bien, ils peuvent toujours se présenter à la fois pour la présidence et la vice-présidence. En fait, Trump est assez proche d'être le candidat républicain pour les élections de 2024. S'il n'atterrit pas en prison, c'est-à-dire. Pourtant, ce n'est pas vraiment si gênant pour les anciens présidents. Je suppose que beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts à renoncer à leur lourde pension et à retourner derrière les tranchées dans le bureau ovale. Il est beaucoup mieux de vivre votre vie tranquillement, en faisant des apparitions ici et là, et en nommant 1 ou 2 bibliothèques. Et si vous pensez pouvoir sauter la partie bibliothèque, eh bien, vous ne le pouvez pas. Règle 4. Établir une bibliothèque présidentielle. Maintenant, c'est là que les anciens présidents laissent leur empreinte dans l'histoire. Eh bien, certains le font en lançant une guerre, en perdant une, ou en provoquant une émeute. Mais soyons honnêtes, il vaut mieux être rappelé pour une bibliothèque que pour être tué assis dans une Cadillac. Cette histoire de bibliothèque présidentielle a commencé en 1941 grâce à l'idée de Franklin D. Roosevelt. Il a décidé, et pourquoi ne pas créer un système pour archiver? Archiver tout ce qui concerne le poste le plus puissant du pays. Alors il l'a fait. Et c'est une tradition depuis. C'est comme tenir un journal intime. Mais au lieu de « cher journal intime », c'est « cher Amérique ». Maintenant, les détails techniques de cette règle se trouvent dans la loi sur les bibliothèques présidentielles de 1955. Elle encourage les anciens présidents à établir une bibliothèque de documents présidentiels, de documents et d'autres écrits essentiels pour l'avenir de la nation. C'est de l'histoire. 6 bibliothèques sont ouvertes au public et elles servent souvent d'événements de relations publiques fantaisistes pour les anciens présidents. Certains d'entre eux décident même d'en faire leur dernière demeure. Parler d'un éternel rat de bibliothèque. Mais voici le truc. 6 bibliothèques ne sont pas seulement pour la décoration. Elles contiennent chaque mot qu'un président a écrit pendant son mandat. Même les trucs pas très géniaux. Vous vous souvenez de la bibliothèque de Bill Clinton, où vous pouvez trouver des détails croustillants sur son scandale de destitution. Ouais, ils n'ont pas le choix sur ceux qui y entrent. C'est tout un bien public, décidé après que Richard Nixon ait essayé de balayer le Watergate sous le tapis. Bien sûr, les anciens présidents peuvent essayer de présenter les choses à leur avantage, comme George W. Bush défendant son invasion controversée de l'Irak dans sa bibliothèque. Mais bon, c'est tout parti du jeu. Alors souvenez-vous, quand vous devenez président, soyez prêt à commencer votre propre bibliothèque. C'est comme un rite de passage présidentiel. Et si vous craignez que toutes vos communications soient publiquement disponibles, eh bien, c'est le moindre de vos problèmes en matière de confidentialité. Règle 5. Surveillance de style grand frère. Dieu merci, il n'y a pas d'émission de ce genre à la télévision. C'est assez d'avoir le grand frère original ayant jamais existé, pour savoir que la vie personnelle des gens n'est pas aussi intéressante que vous pourriez le penser. Pourtant, en ce qui concerne les personnes ayant leur doigt sur le bouton nucléaire, il est probablement bon de les surveiller. Et si vous pensez que l'émission de télévision était invasive, vous n'êtes certainement pas prêt à être l'ancien président. Contrairement aux gens ordinaires qui peuvent papoter au téléphone sans se soucier du monde, les anciens présidents pourraient suivre certaines règles strictes concernant leur communication. Le Secret Service, ces charmantes personnes en costume et lunettes de soleil, doit approuver chaque élection. Et ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone lorsqu'ils sont en fonction. Donc, si vous aimez ce téléphone Xiaomi ou Huawei, eh bien, vous n'en aurez pas. La technologie intelligente chinoise est totalement hors marché, tout comme la plupart des autres technologies étrangères. Maintenant, nous savons tous que le gouvernement et les grandes entreprises technologiques ont les oreilles qui traînent, et nos téléphones. Mais les anciens présidents portent cela à un tout autre niveau. Le Secret Service bénéficie de privilèges spéciaux en matière de technologie, en matière de surveillance. Et ils n'ont pas besoin de mandat. Ils ont des exceptions pour des jours.
surtout quand il s'agit de surveiller les emplacements des téléphones portables avec ces mystérieux dispositifs Stingray. Apparemment, c'est trop de tracas de s'embêter avec des mandats lorsque la sécurité des présidents en exercice et des anciens est en jeu. Ainsi, que ce soit pour suivre des tweets suspects, empêcher des appels téléphoniques menaçants, ou simplement s'assurer que nos anciens présidents restent hors de trouble, le secret service a un bon œil sur la surveillance. Cela peut être envahissant, mais tout est au nom de la sécurité de nos anciens dirigeants, et peut-être aussi pour s'assurer qu'ils ne tweetent rien de trop scandaleux. Après tout, une fois que vous avez été la personne la plus puissante du monde, qui sait ce que vous pourriez faire ensuite? Règle 6. Surveillance du courrier à vie. Eh bien, si vous ne voulez pas que vos communications soient surveillées, passez à l'ancienne. Utilisez le courrier, n'est-ce pas? Faux. Tout comme quand ils vivent à la Maison-Blanche, le tri du courrier ne se termine pas avec le bureau du président. C'est vrai. Les anciens présidents n'ont pas le plaisir d'ouvrir leur propre courrier. Au lieu de cela, ils ont une équipe d'agents du Secret Service jouant les détectives postaux. Alors, pourquoi ces anciens présidents doivent-ils endurer une telle invasion de leur vie privée dans leur boîte aux lettres? Eh bien, tout est une question de sécurité. Vous voyez, ces agents du Secret Service sont comme des inspecteurs de courrier professionnels, équipés de connaissances pour gérer les explosifs, les produits chimiques dangereux et tout ce qui pourrait poser problème. Ils ne passent pas simplement au hasard à travers le courrier postal de l'ancien président en route vers la boîte aux lettres. Non, non. C'est une opération hautement organisée, hors site, où chaque courrier est examiné pour détecter les menaces potentielles. Mais attendez, il y a plus. Le service postal des États-Unis s'implique également. Ils ont un programme appelé « Enquête sur le courrier dangereux ». Cela ne ressemble-t-il pas à l'intrigue d'une série policière vraie ou d'un drame procédural dramatique? Imaginez des employés des postes pressés qui se précipitent contre la montre pour résoudre le mystère de l'envoi accidentel de batteries de téléphone portable endommagées par grand-mère. Donc, si vous envisagiez d'envoyer à votre ancien président préféré un cadeau surprise d'anniversaire que vous avez acheté en ligne, réfléchissez-y à 2 fois. Tout est une question de sécurité. Et même s'ils ne peuvent pas profiter du frisson d'ouvrir un colis mystère, au moins ils peuvent être tranquilles en sachant que leur carte d'anniversaire n'explosera pas dans leur visage. Et soyons réalistes, si vous avez été la personne la plus puissante du monde, qui sait quelle sorte de surprise les gens pourraient vous envoyer? La sécurité d'abord. Avec cela à l'esprit, il n'est vraiment pas surprenant que les anciens présidents aient rarement du temps pour eux. Règle 7. Jamais seul. Toujours avec le Secret Service. Cette règle ressemble beaucoup à un abonnement à vie à l'entourage le plus intrusif du monde. Même après avoir quitté le bureau ovale, les anciens présidents ne peuvent pas se reposer. Ils sont collés aux agents du Secret Service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Imaginez ne jamais avoir un moment pour vous. Jonathan Wackrow, ancien agent du Secret Service, l'a décrit comme la chose la plus intrusive que quiconque puisse jamais vivre. Imaginez ceci. Vous êtes chez vous, essayant de profiter d'une soirée tranquille, et soudain, 4 inconnus débarquent et décident de faire la fête dans votre cuisine. Oui, c'est la vie d'un ancien président. Et n'oublions pas, ces agents sont comme des ombres, toujours à proximité, même pendant les disputes familiales ou les pauses toilettes. Aucune intimité, même pas pour les urgences toilettes. Ils sont là dans les bons et les mauvais moments, y compris les jours fériés. Dîner de Thanksgiving avec des agents du Secret Service en plus? Donald Trump connaît le sentiment, avec plus de 150 agents rejoignant son rassemblement familial à Mar-a-Lago. Rien ne dit esprit de vacances comme des costumes noirs à la table du dîner. Maintenant, vous pourriez penser qu'être l'une des personnes les plus puissantes de la Terre signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez. Faux. Grâce au Secret Service, la spontanéité disparaît par la fenêtre. Toute sortie publique nécessite une planification méticuleuse, avec plusieurs cercles de sécurité et périmètres pour assurer la sécurité. Si une personne ordinaire veut du café, elle va chez Starbucks. Si un ancien président veut du café, c'est comme planifier un atterrissage sur la Lune.
Prenez la course à Starbucks du président Obama, par exemple. Le Secret Service en a fait une opération à grande échelle, bloquant les rues, déplaçant les piétons et envahissant l'endroit comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Et lorsque le président Obama voulait jouer à un jeu de basketball décontracté, il devait donner un préavis de 4 heures. Imaginez essayer d'organiser une partie de basketball improvisée avec vos amis et on vous dit que vous avez besoin d'un préavis de 4 heures. Donc, alors que vous et moi pouvons prendre un café latte ou faire une promenade tranquille sans un entourage d'étrangers, les anciens présidents sont condamnés à vie à une vie où chaque geste, aussi banal soit-il, devient une grande production. Mais bon, tout cela au nom de la sécurité, n'est-ce pas? La vie privée est tellement surestimée. Tout comme la conduite, je suppose. Règle 8. Pas de conduite eux-mêmes. Voilà une règle qui vous fera apprécier votre trajet quotidien, ou son absence, beaucoup plus. C'est la règle de ne pas conduire. Et tout cela concerne la joie de ne jamais avoir à naviguer dans le trafic aux heures de pointe, du moins si vous êtes un ancien président. Pendant leur mandat, les présidents ont le luxe d'être conduits par des chauffeurs qualifiés et de voir le Secret Service dégager la circulation pour eux. Ah, les avantages d'être le commandant en chef. Mais voici le hic. Une fois leur temps au bureau ovale terminé, les anciens présidents peuvent dire adieu à leur jour de croisière sur la route ouverte. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, tout est une question de ce détail du Secret Service toujours présent, toujours vigilant. Vous voyez, les anciens présidents sont comme des objets de collection rares et précieux, constamment sous l'œil vigilant du Secret Service. Et, soyons réalistes, la route ouverte peut être un endroit dangereux, même pour Monsieur Tout-le-Monde. Ajoutez le fait que les anciens présidents sont toujours des cibles potentielles et vous obtenez une recette pour de la colère au volant d'un autre genre. Ainsi, pour assurer leur sécurité, les anciens présidents sont interdits de prendre les routes publiques. George W. Bush a révélé cette règle, admettant qu'il n'avait pas conduit sur une route publique depuis près de 25 ans. Il n'est pas seul. Tous les anciens présidents qui utilisent leurs détails permanents du Secret Service doivent abandonner leurs clés de voiture pour de bon quand il s'agit de routes publiques. Mais ne vous inquiétez pas, amis passionnés de la route. Pour certains, les anciens présidents trouvent du réconfort en conduisant sur leur domaine privé, loin des conducteurs imprudents ou des adversaires potentiels. Ronald Reagan, par exemple, aimait beaucoup se promener dans son ranch privé dans son Jeep bien-aimé. Donc, bien qu'il soit interdit de la route ouverte, nos anciens dirigeants peuvent toujours satisfaire leur envie de conduire dans les limites de leur propre propriété. C'est juste une autre bizarrerie de la vie après la présidence. Et si vous en avez assez de cette routine, il y a toujours une issue. Non, pas la voix de Kurt Cobain. Un secret différent. Une voix moins suicidaire. Règle 9. Se désengager. Maintenant, pour tous les anciens présidents qui en ont un peu marre de COS règles ennuyeuses et du Secret Service toujours vigilant, ne craignez rien. Il y a une porte de sortie. Une trappe vers la liberté, si vous voulez. Vous pouvez simplement vous désengager de tout le deal du Secret Service. Si le président aspire au jour où il pouvait se promener dans la rue sans que des costumes noirs dispersent la foule, il peut refuser la protection du Secret Service. Le Secret Service ne protège que ceux qui acceptent leur service. Si vous décidez que vous en avez assez du cirque sécuritaire, vous êtes libre d'assumer la responsabilité de votre propre sécurité. Vous pourriez même envisager d'engager votre propre sécurité privée, ce qui pourrait vous laisser faire des choses sans toutes, ces restrictions ennuyeuses. C'est comme enlever les roues d'entraînement et pédaler votre propre chemin dans la vie. Richard Nixon, de toutes les personnes, nous a montré que cette option est bien réelle. Dans ces dernières années, il a renoncé à la protection du Secret Service. Et la raison qu'il a donnée était de faire économiser au gouvernement quelques dollars bien gagnés. Quel ex-président soucieux du budget! Mais voici le hic. Le Secret Service décourage vraiment, ce mouvement. Ils veulent vous garder en sécurité, après tout. Donc, si vous rêvez un jour de conduire votre propre voiture à nouveau, vous pouvez vous désengager du deal du Secret Service. Règle 10. Se désengager. Vous pouvez vous désengager, mais c'est un peu comme renoncer à votre propre couverture de sécurité personnelle. Mais bon, le choix vous appartient. Rappelez-vous simplement, la liberté a un prix.
et ce prix pourrait être de dire au revoir à ces gardiens en costume noir pour toujours. Bien sûr, une fois que vous êtes mort, toute sécurité est levée, donc vous pouvez toujours opter pour cette option. Mais si vous pensez pouvoir reposer en paix, une fois votre esprit quittant votre corps, ce n'est pas un mariage, et la mort ne vous sépare pas. Vous êtes un ex-président même dans la mort, donc ne faites pas trop de projets. Règle 10. Ils ne peuvent pas planifier leurs propres funérailles. Voici une règle qui pourrait vous laisser un peu, sans vie. Vous voyez, les anciens présidents ne peuvent même pas planifier leurs propres funérailles. Oui, c'est vrai. Dès qu'ils entrent à la Maison-Blanche, ils signent involontairement pour un plan de fête morbide, avec leur propre soirée d'adieu à l'horizon. Tout commence dès le premier jour au bureau ovale. La première tâche d'un nouveau président, juste après le gâteau d'inauguration, est de commencer à planifier ses funérailles éventuelles. Parlez d'un accueil au travail. Vous penseriez qu'ils auraient droit à un peu de grâce avant de plonger dans de tels arrangements de haute volée. Mais puisque Biden a pris ses fonctions à l'âge fragile de 208 ans, il semble raisonnable de planifier l'inévitable. Tôt plutôt que tard. Pourtant, il y a une raison derrière cette tradition apparemment macabre. La loi fédérale dicte que lorsqu'un président quitte ce monde, les drapeaux américains doivent flotter en berne pendant 30 jours complets. Donc, quelle que soit la grande funéraille que le président envisageait, que ce soit une procession militaire, des survols de jets de combat ou des dauphins nageant synchronisés, d'accord, peut-être pas cette dernière, mais des funérailles qui sont toutes planifiées pendant cette période solennelle doivent être discrètes. Qui est responsable de réaliser ces rêves post-mortem, demandez-vous? Eh bien, ce serait le général commandant du district militaire de Washington de l'armée américaine. Ce sont eux qui veillent à ce que le président décédé reçoive l'adieu qu'il a demandé. Maintenant, parlons logistique. Après la planification des funérailles, le corps présidentiel peut être exposé, puis se rendre dans la rotonde du Capitole des États-Unis pour y être exposé, permettant au public de rendre hommage. C'est un peu comme planifier une exposition muséale à enjeux élevés. Seule l'œuvre d'art est l'ancien président. Mais voici le hic. Seuls 2 présidents ont choisi le cimetière national d'Arlington comme lieu de repos final. William Howard Taft et John F. Kennedy. Les autres, ils ont opté pour des funérailles dans leur ville natale ou d'autres choses sentimentales. C'est comme creuser votre propre tombe, mais avec un peu moins de sueur, et certainement pas aussi creepy. Bien que ce ne soit certainement pas le travail préféré du président, avoir des funérailles cérémoniales est essentiel pour montrer que nous ne sommes pas des endurcissements sans Dieu comme ces anciens Égyptiens qui ont commencé à construire leurs pyramides dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ou bien, peu importe, il semble que l'histoire ne change pas tant que ça, du moins pas quand il s'agit de dirigeants, surtout les riches.